On va parler d'une autre révolution maintenant, la révolution islamique d'Iran 1979, avec votre roman, Maxime Abolghasemi. Éric Bonnier, c'est la maison d'édition. Ça s'appelle Nuit persane. Je parlais de révolution, mais soyons clairs, votre histoire se déroule avant la révolution islamique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer, le contexte à l'époque? Quel est-il en Iran ? Alors, cette période déjà m'a beaucoup intéressé, avant de vous répondre directement, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu un refoulé de notre histoire contemporaine. Ouais. C'est une zone sombre que personne ne connaît. Ali évoquait l'histoire de l'Algérie qu'on n'a pas transmise, mais voilà encore une histoire absolument passionnante. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement ces années 76-78. C'est une sorte d'Iran à l'inverse de ce qu'on connaît maintenant, puisque à l'époque, on cherche à vendre le nucléaire au Shah d'Iran. Ouais. À l'époque, le Shah d'Iran est le garant des intérêts occidentaux dans la région. Et donc cet effet... On parle de gendarme des États-Unis au Moyen-Orient, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc cet effet de négatif par rapport à la situation actuelle m'a paru tout à fait intéressant. Et puis surtout, j'ai découvert que lorsqu'on lit des livres d'histoire, on a un peu l'impression que les événements se sont enchaînés, on passe d'un fait à un autre, et finalement tout concourt à la destination ultime et finale. Et ce qui m'a intéressé, en utilisant justement la puissance de la littérature, du roman, c'était au contraire de faire vivre au lecteur l'expérience de l'histoire en marche. C'est-à-dire une histoire qui est en train de se construire et pour laquelle rien n'est joué. Ouais. Un de mes personnages dit que le dé qui est lancé tourne encore. Ouais. Et effectivement, à tout moment est un moment crucial. Et finalement, toutes les voies sont ouvertes et tout aurait pu aller autrement. On va venir à l'histoire précise. C'est celle de Mathieu, français, qui arrive à Téhéran en 1976. Il y découvre d'abord le lycée Razi, qui lui offre plutôt un cadre rassurant. Il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Layli, et on va en parler. Mais peut-être, pour ce premier roman, est-ce que vous avez puisé dans des éléments de votre vie? Vous êtes fils d'un homme qui a quitté l'Iran, qui s'est exilé non pas pour fuir la République islamique, mais bien avant pour fuir le régime du Shah d'Iran. Que vous a transmis votre père? Qu'a-t-il fui au juste à l'époque? Est-ce qu'il a fui la dictature? Est-ce qu'il a fui... Parce qu'à l'époque, il n'y a pas ce que dénoncent aujourd'hui certaines voix, c'est-à-dire beaucoup de voix, l'obscurantisme. Non, mais il y a une dictature, c'est ce qui va révolter Mathieu, une dictature policière avec des pratiques de torture sadique qui ont révolté beaucoup dès les années 60. Ouais. Et puis, surtout... Pour répondre à votre question, mon père, finalement, m'a plutôt transmis une histoire d'exilé. Et une histoire d'exilé, c'est une histoire qui ne met pas de mots sur ce qu'elle a à raconter. Et finalement, mon père m'a peu transmis, sinon justement le manque de cette période historique passionnante. Et je peux dire que j'ai écrit Nuit persane justement parce que je n'avais pas reçu cet héritage directement. Et la poésie, ça aide pour parler d'exil, puisque votre père est poète. On va parler maintenant donc, de cette histoire à proprement dite. Je parlais de Mathieu, personnage principal, avec Layli. D'abord, quand il arrive, quel pays découvre-t-il? Alors, il découvre un pays qui est très occidentalisé, et surtout au lycée français dans lequel il entre. Ouais. Et donc, il a l'impression un peu de facilité culturelle et une simple façade exotique. Ouais. Et puis, son père part travailler là-bas, justement, dans le secteur nucléaire. Tout à fait. Et très vite, il va découvrir, par le hasard des rencontres, un autre Iran et une injustice sociale criante, ce dégoût de la torture dont je viens de parler. Et souvent, c'est le moteur initial des révolutions, c'est la révolte devant l'injustice, le besoin de liberté. Et très vite, il va se retrouver impliqué auprès de ses amis dans le combat démocratique contre le régime impérial du Shah. Et très rapidement, il va être aspiré par l'aggravation de ces événements. Donc en gros, on a la révolution avec un grand R de la grande histoire, et on a la révolution, si je puis dire, avec un petit R, c'est la révolution intérieure, celle de Mathieu. Alors vous avez bien raison, parce que par-delà cette révolution historique qui est en cours, Mathieu va faire un parcours initiatique à travers les étapes qu'il va parcourir. Et finalement, c'est la révélation de l'amour surtout qui va s'imposer à lui. Et ça va d'ailleurs être un conflit entre l'engagement révolutionnaire et la découverte de l'amour avec Layli. Ouais. Un amour qui a une dimension mystique parce qu'on est en Iran et tout prend un sens plus fort. Qui est cette jeune fille d'ailleurs ? Alors Layli, on peut dire que c'est elle qui illumine cette nuit persane. C'est vraiment le personnage essentiel du récit. C'est une jeune Iranienne passionnée de littérature et qui a la chance à l'époque que la situation des femmes s'améliore. Et pour la première fois dans sa famille, qui est très traditionnelle, elle va avoir l'occasion de faire des études.
Mais malheureusement pour elle, la situation se dégradant très brutalement, elle va devoir finalement lutter elle aussi pour maintenir le cap vers la vie qu'elle aimerait mener. En Iran, il y a bien entendu la censure. Elle n'existe pas qu'en Iran. Elle a parfois existé chez certains rappeurs français. Ils le savent, mais comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une scène alternative en Iran, underground, pour utiliser un anglicisme? Elle est extrêmement vivante et c'est un vieux principe de l'histoire de l'art que plus il y a de contraintes qui s'imposent sur les artistes et plus on a envie d'investir et surinvestir le champ qui est disponible. Et donc, vous vous rappelez le film Les Chats Persans. Depuis, la situation a énormément progressé. C'est d'une richesse extraordinaire. Et grâce à Internet, on découvre, je vous invite à découvrir cette scène iranienne plus ou moins underground, parfois venue des États-Unis, diffusée par les États-Unis, extrêmement riche et passionnante. Alors cette émission Maghreb Orient Express est née il y a bientôt 7 ans, c'est la 8e saison. À l'époque, c'est Ben Ali qui quittait le pouvoir en Tunisie avec beaucoup d'espoir dans toute la région. Parfois certains l'oublient, mais c'est en Iran qu'il y avait eu un premier soulèvement en 2009. On a appelé ça la révolte verte, le printemps vert. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti, selon vous, à un changement de régime ? Je pense qu'une des raisons, c'est que justement cette histoire de la révolution dont j'ai parlé tout à l'heure n'a pas été vraiment digérée par le peuple iranien. Et donc il y a une méconnaissance complète de ce qui s'est passé. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'ouverture au possible à tout instant, c'est vrai que quand on n'a qu'une histoire officielle de la révolution, je pense qu'on n'a pas les moyens de s'organiser ou de concevoir un mouvement qui soit autrement que fragmenté. Parce que ce qui était très frappant, c'est que c'était le reflet d'une partie de la jeunesse et pas de la totalité. Mais j'aimerais ajouter, en évoquant le parcours de Mathieu aussi, mon personnage dans Nuit Personne, qu'il y a toujours une déception de la Révolution. Parce qu'entre l'investissement d'un Mathieu, avec sa jeunesse, parfois sa naïveté, son courage, son sens du sacrifice parfois, et le résultat final, il n'y a pas de continuité. Comme en Égypte aujourd'hui, par exemple. Comme en Égypte aujourd'hui, exactement. Et cette rupture de continuité est due au fait que, par définition, la période révolutionnaire est toujours tellement instable, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, de sommes de forces contraires qui s'additionnent, qu'il n'y a pas de continuité. Et donc, finalement, on est toujours dépossédé de sa révolution. Vous nous avez fait le portrait de l'Iran du Shah, vous avez parlé de la torture notamment d'un pays occidentalisé. Aujourd'hui, ça va mieux avec l'Occident. Ça allait un peu mieux avant l'arrivée de Donald Trump, avec notamment cet accord historique conclu sur le nucléaire. Aujourd'hui, quels sont les mots de l'Iran, selon vous ? Les mots MAUX. MAUX. Pour l'instant, l'Iran est en train de réussir en termes géopolitiques et géostratégiques un parcours exceptionnel, inespéré. Mais les mots sont connus, ce sont toujours les mêmes. Je pense que l'absence de liberté finit par nuire à n'importe quelle société. Mais rien ne dit que les choses n'évoluent pas dans le cadre sans forcément une révolution, parce qu'effectivement le peuple iranien est lassé de millions de morts et des violences de rue. Il y a une lassitude après la révolution qui est due à cette déception que j'évoquais juste avant.